Pas non plus tellement. Vous savez, moi, c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec lui. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Moi, je pense que la poésie peut passer partout. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'accueillir cette édition de Chansons d'ici, chansons d'ailleurs. Deuxième partie de notre rencontre avec Jean Duineau et Gatou autour de ce livre CD, Fabulettes alexandrines, paru chez Serge Sarkissian, c'est-à-dire les éditions Onésime 2000. On reprend en douceur et en musique avec Les Robinières, extrait de l'album Époque épique, Jean Duineau. C'est entre marée et bocage, juste à 2 lieues de l'océan, avec l'amour pour seul bagage, maîtresse et maître d'océan. On fait d'un nid une tanière, les robinières. On va au champ brouter des vaches, courir un lièvre, un écureuil, et passer un vol de bernache, des étourneaux et un bouvreuil. Et la merlette matinière aux robinières. Paisible ici, la vie s'écoule, près d'un étang, un potager, et tout à côté, et 4 poules offrant leurs œufs à partager. Pas l'ombre d'une poussinière aux robinières. Quand viennent les amis du givre autour du feu pour tisonner, ou de viser du dernier livre au chaud devant la cheminée, dort une chatte casanière aux robinières. Pas de pochard, de potomane, mais si les soirs d'hiver sont longs, on trinque aux aïeux à leur manne, chacun boit sa mousse au blond. Vu que la soif est routinière aux robinières, on joue des doigts et des menottes, de la guitare et du piano, dans ce décor de croque-notes sous le toit de ces croquements. On est de lignée chansonnière aux robinières. C'est entre marais et bocage, juste à 2 lieues de l'océan, avec l'amour pour seul bagage, maîtresse et maître d'océan. On fait d'un nid une tanière, les robinières. Les Robinières, Jean Duineau, extrait de son plus récent CD, Époque épique. Nous reprenons donc notre rencontre et nous la reprenons au moment où je demandais à Jean Duineau de nous lire une de ses fabulettes. Le tourteau, la rascasse et le maquereau. Un tout jeune tourteau, imbu de sa carcasse, un jour s'était piqué de battre une rascasse. Or, un vieux maquereau, avec discernement, s'applique à raisonner l'esprit du garnement. Il veut s'interposer, séparer, s'entremettre, mais le crabe entêté, lui, ne veut rien admettre. Alors, d'un coup de queue, en voilà juste assez, la scorpion expédie au loin le crustacé et lui dit: apprenez, misérable favouille, avant que de vouloir infliger la dérouille à plus puissant que vous, apprenez à marcher. Puis elle disparaît dans le trou d'un rocher. Et l'autre déconfit, humilié, pince basse,
s'en retourna chez lui soigner sa carapace. C'est de ce jour, dit-on, depuis sa tripotée, que le crabe averti avance de côté. On aurait pu, je persiste à le dire, alterner les voix, mais c'est très bien comme c'est. Est-ce que vous voulez que nous écoutions l'abeille ou le lézard ou le moustique et la tipule? Oh, l'abeille et le lézard, j'aime bien aussi. Bon. L'abeille et le lézard, oui. Juste au bas d'un rucher, sur un pied de lavande, une abeille bruissait, récoltant sa provende. Sans discontinuer, glanait tout bon, tout beau, le précieux nectar qui gonflait son jabot. Consciencieusement, vaquait à son affaire, toujours à butiner sur la fleur mellifère, accueillir le pollen, mettait un point d'honneur. Sans jamais s'arrêter, l'insecte bourdonneur voletait par devant, voletait par derrière, se vouait pleinement à sa tâche ouvrière. À quelques pas de là, par l'effet du hasard, allongé au soleil, somnolait un lézard. Celui-ci, bien heureux, paraissait en reptile. Sans répit, celle-là voulait se rendre utile, se donnant au labeur, du travail le suppôt. Quant à maître Limbert, l'apôtre du repos, parangon du cossard et roi des paresseux, il entretenait l'art et ses tissus graisseux. Le voici maintenant face au cruel dilemme. Ou dormir dans le bruit, ou sortir de sa flemme. Au bout d'un certain temps, lassé n'y tenant plus, de son pas de lin d'or et non moins résolu, il partit suggérer à notre hyménoptère de butiner ailleurs, et sur d'autres en terre. Il vous faut mettre un terme à ce raffut sans frein. C'est vrai, on se croirait au rucher de Montfrein. Allez, volez plus loin, changez donc d'étamine, que cela cesse enfin, que tout ça se termine. Je voudrais de nouveau retourner m'aliter, retrouver le silence et ma tranquillité. À chacun ses démons, à chacun ses hantises. Qui se tue au labeur, qui en fainéantise? L'important c'est la vie, et c'est là l'essentiel, que l'on fasse son lard, qu'on en fasse son miel. L'abeille et le lézard par Catherine Salvia. Auparavant, c'était le tourteau, la rascasse et le maquereau, lu par Jean Duineau lui-même. Je vous ai un petit peu entendu parler pendant et avant l'émission, et il y a effectivement de temps en temps des mots rares qui surgissent. C'est depuis toujours, c'est naturel, ça s'est cultivé avec l'amour des mots. Comment c'est venu? Je crois que très souvent, le fait de ne pas naître dans une langue, ça vous amène peut-être à en avoir un peu plus de curiosité, à aller chercher, à la découvrir. Je parlais à la maison, nous étions, et nous sommes toujours, d'origine italienne et sarde notamment, et à la maison, je ne parlais que le sarde jusqu'à 11 ans, 12 ans. Et finalement, c'est à l'école que j'ai appris la langue. Et en fait, je crois que j'ai eu un goût pour les mots, comme j'ai eu celui de la guitare. Mais je pense que c'était un paratavisme, parce que j'avais grand-oncle, grand-père, père qui jouait de la guitare, qui écrivait. Et donc du coup, tout naturellement, je m'intéressais aux mots. Et puis, à 11 ans, quand on découvre Brassens, même si on a découvert la chanson avant lui, on découvre Brassens, et puis Brassens, c'est l'un des rares dans la chanson qui est capable d'écrire avec tous les niveaux de langue. Donc il y en a beaucoup qui écrivent très bien, mais lui, il est l'un des rares à travailler sur tous ces niveaux. Et du coup, c'est pas uniquement un chant lexical, mais c'est de l'ordre du syntaxique, bien sûr, du grammatical. Et pour quelqu'un qui apprend la langue, c'est une mine d'or. Une mine d'or. Et j'ai continué en essayant d'associer à la fois mon amour de la guitare et celui des mots. Tout naturellement en écrivant des chansons. Et effectivement, c'est pas seulement lexical et grammatical, c'est aussi musical. On écoute le plus beau concert de l'été.
Le grillon et le petit duc. Un beau soir de juillet, un grillon de Provence stridulait tout son soûl. Comme de connivence, à 100 pas alentour, du fond d'un arbre creux, petit duc entonnait son doux air amoureux, entêtant et flûté. 3 secondes se passent. Sur le champ du grillon, tutubait le rapace. Commençait un duo en toute intimité, et de nos récitals, le plus beau de l'été. Le grillon et le petit duc, une des fabulettes alexandrines, parues sous la plume de Jean Duineau et les illustrations de Gatou aux éditions Onésime 2000. Avec laquelle voulez-vous que nous continuions? Peut-être le moustique et la tipule. Le moustique. Un autre univers. Un duo, mais tout à fait différent. Donc là, ça invite à ne pas se fier aux apparences, si je ne m'abuse. Il y a de ça. Le moustique et la tipule. On fonde son avis souvent sur l'apparence. On juge du bijou, à tort, sur son écrin. Ainsi le préjugé, enfant de l'ignorance, méprise les petits, mais les grands, il les craint. Un moustique au plafond, au mur, une tipule, insecte inoffensif qu'on appelle cousin. Le premier, un piqueur, un suceur sans scrupules. Placide la seconde, ignore son voisin. Ils font dans la copie, dans le presque identique. Avec ses longues pattes et son long corps itou, la tipule impressionne, alors que le moustique nous ferait avaler qu'il est paisible et doux. Le préjugé, toujours, est de mauvais augure. Nourrir l'a priori devient un mal férin. Là-bas, le faux semblant est prospère et fulgure. Ici, l'idée reçue a gagné du terrain. Le moustique et la tipule, encore un mot qu'on emploie tous les jours. La tipule, c'est... C'est le cousin. C'est le cousin du moustique. C'est ce qu'on appelle familièrement le cousin. C'est un cousin également du moustique. Oui, on peut le présenter comme ça. Parce qu'ils se ressemblent quand même dans les illustrations. Oui, ils se ressemblent. Ce sont, on peut le dire, des faux frères. Hein. Et justement, bon, comme le premier vers, c'est on fonde de son avis souvent sur l'apparence. Il y a quelque chose de similaire, mais pas tomber dans le piège. Ce que je viens de faire. Yeah. Et l'importance de la taille. Je suis parti sur l'idée qu'effectivement l'apparence était trompeuse, et puis quand on a plusieurs possibilités de textes à écrire, donc on en essaie plusieurs, et puis celui-ci me convenait, donc je l'ai gardé sur la thématique. Et là on peut justement voir le travail de Gatou sur cette illustration-là. Elle a d'autant plus de mérite qu'elle est capable de travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément ce qu'elle aurait choisi de dessiner ou de peindre. Les insectes, bon, ça peut être sympa, mais bon, quand on les voit en gros plan, c'est moins ragoûtant. Donc elle a fait tout un travail que je trouve fantastique. Tout ce qui est à plumes et à poil, il y a un beau travail de forme, de mouvement, d'élégance. Mais c'est vrai que sur les insectes, elle a fait vraiment un travail extraordinaire. Bon, moustique et tipule, mais aussi avec le capricorne, bon, voilà, les cigales. Donc tout est à voir. Je pense que c'est un recueil qu'on lit, bien sûr, mais qu'on peut regarder, observer, scruter. Et les enfants peuvent très bien se régaler à imaginer, sans connaître le texte, à imaginer une histoire en regardant les illustrations de Gatou. Il y a de la liberté dans ces contraintes-là ? La liberté, oui, la liberté existe, mais en fait, ça s'impose, les images s'imposent tout simplement par les mots. Les mots commandent, et
je pense que c'est finalement pas très difficile de rentrer. Moi, de rentrer dans l'univers de Jean. Parce que tous ces textes provoquent des images. Et moi, les images, ça me fait rêver. Et je trouve ça fabuleux. Donc, je n'ai pas eu de difficulté. S'il y en avait une de difficulté, c'est dans le choix qu'il a fait des animaux. Et les insectes, c'est vrai, il a raison, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout les insectes. Par contre, les animaux à poils, les lapins, le lièvre, j'aime bien l'histoire avec. je trouve ça très, 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 très agréable. Et puis la chute est magnifique. Voilà, donc dans tous les animaux, ceux qui sont à poils et à plumes, ça m'est beaucoup plus facile en fait que les insectes. Et les blattes, il y en a une de blatte qui est très grande et que je crains comme la peste. Vous les imaginez en milieu scolaire ? Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être utilisées. Certains textes sont très courts. Il n'y a pas, quelquefois, un vocabulaire trop élaboré, mais encore une fois, quand je me souviens à l'école, je pense que nous sommes tous passés par ces apprentissages-là de fables. Chez La Fontaine, on ne comprenait pas tous les mots. Une langue du XVIIe ou du XVIIIe siècle chez Florian, ce ne sont pas des langues, même si je les aime, j'aime beaucoup. Mais quand on est enfant, on ne goûte pas forcément ces langues-là. On est dans un français commun, standard, avec un champ lexical relativement réduit, mais c'est justement... L'objectif serait de mettre à profit ces textes-là pour travailler à la fois sur le propos, mais aussi sur la langue, pourquoi pas. Enfin, en attendant de les trouver dans les écoles, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on peut commander ce livre sur jeanduino.com, ainsi que les disques, j'imagine. Oui, pareil, sur mon site, jeanduino.com, vous pouvez télécharger le bon de commande. En fait, c'est la commande, elle se fait à mon adresse, mais c'est les éditions Nunzime 2000 qui ont fait que ce livre existe, donc Serge Sarkissian. Et donc, ce sont ces éditions-là qui s'en occupent. D'accord, en fait, donc vous transmettez bon de commande et paiement. On en écoute peut-être une dernière, Volatiles en folie. Oui. Volatiles en folie, Catherine Salvia. Des oiseaux familiers caquetaient en bons termes, jabotaient gentiment dans une cour de ferme. Las, un jour, la discorde a fait suite au discours. Voici ce qu'il advint dans cette basse cour. Oies, poules et canards, plus d'autres volatiles, ensemble disputaient d'une question futile, chapitre sur lequel on n'est jamais à sec, et sur un ton si vif qu'ils en vinrent au bec. Une dinde eut des mots avec une pintade, mais bien vite, au débat, succéda l'algarade. Chacune ayant trouvé son lot de partisans, la querelle enflamma deux armées d'opposants. Le sujet du courroux, jamais nous ne le sûmes. Puis, on vit deux poulets se voler dans les plumes. Rivalisant d'assaut, nos deux gallinacés se taillaient en morceaux pour une fricassée. Profitant du conflit, un vieux pan névropathe fonçait dans la mêlée et becquetait les pattes. Jusqu'au jard, se ruant sur l'oie et sa couvée, tous, au bout d'un moment, se crêpaient le duvet. La fuite, pour certains, tenait de la débâcle, et notre basse-cour de la cour des miracles. Parmi les déplumés, des grands aux plus petits, seuls quelques survivants comptaient leurs abattis, qui souffraient du croupion, qui se plaignaient d'une aile, l'un cherchait son pilon et l'autre une prunelle. On dénombrait les corps, gisant là par flopées. Tandis que les boiteux pensaient les écloper, se dresse un jeune coq qui crie dans la pagaille « Ralliez-vous à ma crête et suce à la volaille. Pour retrouver la paix, vengeons les innocents. » Quand on est belliqueux, on a ça dans le sang. « Suffit !» s'exclame alors sa tante la poularde, qui sur le coquelet avait un droit de garde. « Voyez cet orgueilleux qui veut escarmoucher dans une boucherie et périr embroché !» La tutrice
étouffa l'ardeur du va-t-en-guerre, ramenant à la cour le calme de naguère. Certains dans nos États, comme ce boutefeu, attisent les foyers, en s'écriant « Au feu !» s'inquiètent pour la paix, à tel point qu'on s'alarme, et prônent l'harmonie en fourbissant leurs armes. Voilà Catherine Salvia qui lisait Volatiles en folie, fabulette sur laquelle se termine ce recueil. Fabulettes alexandrines aux éditions Onésime 2000, c'est signé Jean Duineau et Gatou. Gatou dont j'ai aperçu une toile, vous m'avez dit qu'elle s'intitulait Fort debout et dont j'aimerais que vous nous parliez. Alors là on fera de la radio visuelle, c'est-à-dire que si vous voulez voir la toile, rendez-vous sur la page Facebook Chansons d'ici, Chansons d'ailleurs. Eh bien merci de montrer la vue que nous avons de chez nous, parce que ce fort qui, en fait, est un emblème à Port-de-Bouc, c'est la propriété de Martigues. Alors, on dit le fort de Bouc, mais en fait, c'est la propriété de Martigues. Et évidemment, ce sont deux localités qui se sont heurtées souvent pour posséder et le fort et la Poutargue, le premier qui l'a fait, le second qui est responsable, voilà. Ça, c'est un peu comme les fabulettes. Et puis, de temps en temps, on se réconforte en regardant ces images, parce que chacun sait que la mer, toutes les 10 minutes, change de visage. C'est bleu, c'est gris, c'est vert, mais c'est jamais pareil. Donc, c'est très agréable de regarder la mer, et puis on a cette chance de la voir de chez nous. Est-ce qu'on peut parler de la peinture comme on parle certaines fois des chansons, à savoir que Brassens, je crois, disait on trouve dans les chansons ce qu'on y amène. Et dans ce tableau-là, on a à la fois l'impression d'une protection, puisqu'il y a des digues, mais on peut les voir aussi comme des empêchements vers l'horizon qui est un appel finalement. Ben oui, c'est vrai. Parce que ce fort, je l'ai peint plusieurs fois, et une fois, je l'ai peint avec plein d'arbres autour qui n'ont jamais existé peut-être, mais enfin qui avaient fait le bonheur d'une personne et qui m'avait dit « Oh, autrefois ça devait être comme ça ». Alors, comme quoi le rêve, l'imagination, ça compte beaucoup quand on fait n'importe quoi, que ce soit de la peinture, que ce soit l'agencement des mots. C'est vrai que l'imagination est importante. Et je n'ai fait que la voir informatiquement, cette toile, mais elle donne l'impression d'avoir de la matière. Ah oui, elle est faite au couteau. Et c'est vrai que toutes les peintures au couteau, évidemment, la matière est beaucoup plus importante. Et derrière toutes ces digues et ce fort, il y a l'horizon. On va écouter, pour se séparer, la chanson qui ouvre le disque Époque épique de Jean Duineau, Une espérance de bleu. C'est sur la migration africaine en direction de Lampedusa. Oui, ça a été écrit il y a quelques années, mais hélas, elle est toujours d'actualité. Et je pense qu'elle va le rester pendant un moment encore, de façon triste. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous, Frédéric. C'est un plaisir. Et merci à vous. Une mer aigues-marine sur calanque et romarin, sous le soleil mandarine, un horizon azurin. Il voguait vers Lampéduse, l'Éden ou l'Eldorado, mais du pont de la Méduse, on finit sur le radeau. Quoi qu'ils fassent, tout qu'ils aillent, le sel épouse la suie, toujours la même grisaille partout. La misère les suit. Ils avaient quitté Palmyre
Palampour ou Palmarin, laissant derrière eux la mire, le myrtille, le tamarin, noir d'ivoire au blanc d'argile, la couleur du ciel couvert dans le cœur, l'espoir fragile comme une fleur en hiver. Quoi qu'ils fassent, tout qu'ils aillent, le sel épouse la suie, toujours la même grisaille partout. La misère les suit. Une mer aiguë marine sur Calanque et Romarin, sous le soleil mandarine, un horizon azurin, chercher la paix dans la peine, l'éclair partant nébuleux, et voir dans le gris de peine une espérance de bleu. Une espérance de bleu. Une espérance de bleu, Jean Duino, extrait de son plus récent CD, Époque épique. Il était parmi nous aujourd'hui avec Gatou pour parler de Fabulettes alexandrines, paru aux éditions Onésime 2000, que vous pouvez commander sur jeanduino.com, ainsi que ses disques, Les Eaux de Marthe, La Moyenne et Époque épique. Voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Pas non plus tellement. Vous savez, moi, c'était la chanson dès l'enfance. Je me suis toujours intéressé à la chanson. Je crois que le malheur, c'est exactement la différence qu'il y a entre le rêve et le réel. Je peux échapper au mal en jouant avec lui. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimé. Vous savez, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas ? Moi, je pense que la poésie peut passer partout.